Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait essentiel pour moi, hein, essentiel pour nous, en fait, essentiellement grave, hein. C'est un sujet en tout cas qui me tient à cœur. C'est un sujet malheureux, c'est un sujet qui est une priorité nationale et qui est un drame. Il s'agit de la question paysanne. Ces gens-là qui nous nourrissent. Et en fait, je vais vous faire la lecture d'un article sur le suicide paysan. C'est tout à fait nécessaire, en fait, de, de se rendre compte de la chose. Donc, alors, c'est un article de France Culture. C'est vrai qu'il est assez daté, hein. Il date du samedi 23 février 2019. Et donc, on va tout de suite faire la lecture de cet article. Tenez-vous bien. Ça s'avère assez nécessaire de prendre en compte cette priorité nationale qu'est l'agriculture, l'état de notre agriculture, l'état de nos paysans eux-mêmes, puisqu'il s'agit, au-delà de l'agriculture elle-même, il s'agit de ceux qui la font vivre, et qui malheureusement meurent dans des circonstances. Bon, tout à fait déplorable. Donc, avant les ressources, on s'intéresse à... Les ressources agricoles, on s'intéresse à l'humain et à ce métier assez difficile. Il faut se rendre compte des problèmes dans la vie. Voilà. Bon, on commence. Lecture d'article. Suicide d'agriculteurs, le phénomène est ancien, mais son entrée dans le champ médiatique est récente. Entretien. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à Paris. Selon un récent sondage, 85% des Français ont une bonne image des agriculteurs. En parallèle, un autre chiffre, un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Les raisons sont multiples, selon le sociologue Nicolas Desfontaines. Le 56e Salon international de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 23 février à Paris. Au total, plus de 1000 exposants sont invités à présenter leur métier et le fruit de leur travail. 600 000 visiteurs sont attendus. Un récent sondage Odoxa Dentsu Consulting, publié jeudi 21 février, révèle que plus de 8 Français sur 10, 85%, ont une bonne ou une très bonne opinion des agriculteurs. Selon ce sondage, les agriculteurs sont jugés utiles, courageux, passionnés et sympathiques. En parallèle, un agriculteur se donne la mort tous les 2 jours en France selon la MSA, Mutualité sociale agricole. Il s'agit de la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le suicide. Comment l'expliquer? Quels sont les moyens mis en place en France pour lutter contre ce malaise? Entretien avec Nicolas Desfontaines, chercheur associé au CESAR INRA, Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux, et auteur de la thèse Les suicides des agriculteurs, pluralité des approches pour une analyse configurationnelle du suicide. Le suicide chez les agriculteurs est-il un phénomène ancien? On dispose de données de suicide par catégorie socio-professionnelle depuis 1968. Depuis cette date, on constate que les agriculteurs sont au sommet de la pyramide des suicides si on compare avec les cadres, les artisans, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires. Seule la période 1985-1995 déroge à la règle puisque les employés les dépassent sur cette décennie. Le phénomène est donc ancien, mais son entrée dans le champ médiatique est récente. Elle a commencé notamment avec la crise du lait à la fin des années 2000. Excusez-moi, une pause dans l'article. Je pense à un de mes oncles qui était éleveur, laitier. Bon, bref, je reprends. Les syndicats minoritaires ont utilisé cette crise
pour parler de cette question ainsi que des difficultés économiques des agriculteurs. Le gouvernement, alerté par les suicides, mais aussi ceux de plusieurs salariés à France Télécom, a mis en place un plan national de prévention du suicide au travail en 2011. Avant cela, les politiques de prévention portaient plutôt sur le stress que sur le suicide. C'était une question délicate. Elle est d'ailleurs dans tous les domaines au travail. Ce plan a ensuite permis la constitution par l'Institut de veille sanitaire et la Mutualité sociale agricole d'une base de données sur les suicides des agriculteurs entre 2007 et 2011. Comment expliquer que les agriculteurs se suicident plus que les autres catégories socio-professionnelles? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. On pourrait penser que c'est à cause du mode de vie rural. Il faut savoir qu'on se suicide 4 fois plus en milieu rural qu'à Paris, par exemple. Pourtant, peu importe leur zone de vie, les agriculteurs se suicident plus que les autres catégories socio-professionnelles. Ce n'est pas spécialement le mode de vie qui influe. Au niveau statistique, il n'y a pas une seule variable qui l'explique. On rencontre plusieurs facteurs qui vont s'imbriquer. Lors de ma thèse, j'ai réalisé une enquête ethnographique pour collecter les trajectoires d'agriculteurs suicidés. Il fallait, à mon sens, éviter 2 écueils dans cette étude. Expliquer le suicide uniquement par les difficultés économiques de l'agriculteur, l'endettement, etc. C'est un raccourci qui a pu être fait pendant la crise du lait. À l'inverse, je voulais également éviter la déclinaison à l'infini des facteurs de risque de suicide. Le stress, la paperasse, le célibat, l'isolement, les difficultés familiales, etc. J'en suis arrivé à la construction d'une classification des suicides d'agriculteurs en 4 catégories. Elles permettent aussi de comprendre la différence entre les taux de suicide au sein de la même profession agricole. Quelles sont ces 4 catégories? On trouve d'abord le suicide égoïste, caractérisé par l'isolement social, a fortiori chez les célibataires. On constate que le célibat est plus fréquent dans la profession, notamment chez les petits paysans. Ceux-ci ont d'ailleurs un risque 1,5 fois supérieur de se suicider qu'un agriculteur qui est installé sur une plus grande exploitation. Pour autant, il n'y a pas un lien absolu entre solitude et le fait de se donner la mort, car le suicide peut toucher des agriculteurs totalement intégrés avec une famille. C'est ce qui explique le deuxième type de suicide qu'Émile Durkheim appelle fataliste, avec une autre variable explicative, la difficile imbrication entre le travail et la famille. On peut observer certains agriculteurs tiraillés entre la volonté de garder une autonomie conjugale, avec une femme qui ne travaille pas dans l'exploitation par exemple, et des parents qui sont encore très présents. Il y a donc une injonction contradictoire pour l'agriculteur qui est difficile à gérer dans sa vie quotidienne. Ensuite, le suicide altruiste. C'est une configuration qu'on trouve chez les agriculteurs plus âgés, s'approchant de la retraite au-delà de 55 ans. On peut lier cela à la question de la transmission de l'exploitation. Si on reprend ce que disait Bourdieu, il y a le sentiment d'une vie perdue par rapport au refus de l'héritage par les enfants, l'incapacité de transmettre l'exploitation. La dernière catégorie est le suicide anomique. Ce sont des agriculteurs qui ont un engagement très fort dans leur travail, mais sur lesquels pèse une menace sur leur indépendance statutaire. Ce sont des agriculteurs très reconnus par leur profession et qui vont tomber dans une dépression. Quand leur indépendance est menacée, la croyance dans leur travail s'effondre. Cela se reproche du burn-out. Ce sont ceux qui sont le mieux détectés par les systèmes de prévention. L'un d'entre eux est mis en place par la mutualité sociale agricole, le dispositif Agri-Écoute. Est-ce une bonne chose pour lutter contre les suicides? Le fait de parler, d'échanger, fait du bien aux agriculteurs, c'est certain. Au-delà de cette ligne d'écoute, la MSA a mis en place des cellules risques psychosociaux pour détecter le risque suicidaire chez les agriculteurs.
Elle regroupe un médecin du travail, un psychologue et un travailleur social. Et cela peut déboucher sur un suivi psychologique. Le but est de dégonfler la crise suicidaire et d'atténuer l'isolement, même si la MSA a du mal à repérer les agriculteurs les plus isolés. Il faut en effet avoir connaissance du risque suicidaire pour agir. Donc il faut pouvoir, les repérer. Pardon. Il y a une coquille apparemment dans l'article. Parfois, ce sont la famille ou les proches qui alertent les services de la MSA. Parfois, l'agriculteur fait lui-même la démarche, mais souvent, ils n'ont pas connaissance de ces services. Pour certains petits paysans, la MSA, c'est simplement l'organisme qui collecte pour certains petits paysans, la MSA, c'est simplement l'organisme de collecte des cotisations. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être aidés en cas de besoin. Qu'est-ce qui permet de lutter contre l'isolement des agriculteurs? Depuis de nombreuses années et la modernisation agricole, la profession a mis en place un système de CUMA, de coopération d'utilisation du matériel agricole, qui permet d'acheter du matériel en commun. Elle permet de créer un lien social important et d'appartenir à un collectif de travail. Cela peut être un rempart contre le suicide. La MSA a également mis en place un système de répit pour les agriculteurs. Il permet de prendre quelques jours de congé pour se retrouver en famille. Cette coupure est importante. Encore une fois, cela reste plus compliqué pour les petits paysans qui n'ont pas la même marge de manœuvre économique pour s'arrêter quelques jours. Ils sont aussi moins concernés par ces structures type CUMA, car leur exploitation est trop petite et financièrement ce n'est pas intéressant pour eux. Ces petits agriculteurs se trouvent donc encore plus isolés au sein même de la profession. Avec les différents travaux sur la question du suicide et ces systèmes d'écoute, pensez-vous qu'il sera possible de diminuer le nombre de suicides chez les agriculteurs à terme? En sociologie, on va pouvoir prédire les tendances du suicide, mais pas les situations particulières. La détection ne fait pas forcément baisser le suicide de façon soudaine. Depuis les années 80, le suicide en France recule. L'une des hypothèses est la démocratisation de la médecine, de la psychiatrie. Par effet de conséquence, on constate une baisse du taux de suicide chez les agriculteurs depuis les années 2000, tout comme dans les autres catégories socio-professionnelles. Il s'agit d'une baisse proportionnelle. La question à se poser est plutôt: les inégalités face au suicide baisseront-elles? Il n'est pas certain que les inégalités de chance diminuent à l'avenir entre un cadre et un agriculteur. Les jeunes agriculteurs sont-ils au courant de ces difficultés du métier? Les jeunes agriculteurs sont sensibilisés dans les lycées sur ces questions des difficultés économiques du métier et même du suicide. En revanche, la question de l'imbrication entre le travail et la famille, ou même la difficulté de travailler en famille, on ne l'apprend pas à l'école. Il reste du travail à faire là-dessus. Chez les agriculteurs, quel est le poids de la famille, de la tradition? Dans la profession, travailler en famille est une nécessité. Pour reprendre une exploitation, il faut s'endetter. Une présence quasi permanente est requise et les parents représentent bien souvent une main-d'œuvre bon marché. Économiquement, c'est un modèle intéressant. L'enjeu de la transmission est de plus en plus crucial depuis les années 80. Le nombre d'exploitations diminue, notamment par des départs en retraite non remplacés. Si nous le comparons à la fonction publique, chez les jeunes, il y a donc le poids symbolique de l'exploitation dont on a hérité. Il faut perpétuer la lignée. C'est un poids de la tradition, de l'héritage symbolique. Alors, l'article, ah oui, j'ai oublié de dire au début, l'article, il est d'un certain Maxime Fayol. Voilà. Donc, alors, bon, j'ai fini l'article, hein, cet article sur le blog de Franck Sculpture, par Maxime Fayol, le samedi 23 février 2019. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir... voilà. On a eu droit à quelques statistiques sur le fait que en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours, et que c'est la deuxième cause de décès après le cancer. On a on a tout un tas de statistiques sur les secteurs agricoles où il y a le plus de suicides.
On a taux de suicide pour 100 000 habitants des 45 à 54 ans. Savoir si avec des tranches d'âge. Bon. Euh, c'est pas très jojo, hein. On a lu ce petit article. Bon, là, il nous parle de cellules d'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chers gauchistes, entre guillemets, hein, chers gauchos plutôt, hein, qu'est-ce qu'on peut nous faire, nous, qui sommes de gauche, nous communistes, nous socialistes, pour la paysannerie? C'est ça la question. Parce que les cellules d'écoute, là, ça, c'est pas grand-chose, hein. On a parlé de la difficulté. Il y a l'aspect économique, en fait. Il y a conjuguer le travail avec la vie de famille. Il y a l'isolement vis-à-vis du reste de la société. Enfin, pas le monde rural, le monde de la ville, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, bah nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, lorsqu'on nationalisera l'agroalimentaire, on pourra payer décemment les agriculteurs pour qu'ils aient un meilleur niveau de vie déjà. On pourra essayer d'amener plus de gens vers les campagnes, revaloriser le travail de la terre, mécaniser gratuitement. On peut fournir des machines, que l'État fournisse des machines agricoles, envoyer des médecins vers les campagnes, etc. S'implanter localement. Euh, Nous, en fait, on a. Nous communistes, on est le marteau et le. Nous, communistes, on représente le marteau et la faucille. Rapprocher les villes et les campagnes pour Marx. Hein, donc, on veut qu'il y ait des services publics de proximité pour les paysans. On trouve que c'est nécessaire, c'est eux qui nous nourrissent. Alors, on veut défendre les ouvriers, on veut aussi défendre les paysans. On veut défendre le peuple. Les paysans qui sont quand même ceux qui nous nourrissent. On ne peut pas faire grand-chose sans eux. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, on a des gens qui se disent communistes, qui défendent que les ouvriers, et encore vaguement, qui oublient le monde paysan. Et ça, c'est stupide. Même s'ils sont peut-être moins nombreux que les ouvriers, ils sont tout aussi indispensables. Alors, je rappelle, hein, pour nos chers amis paysans, le manifeste du Parti communiste. Hein. Qu'est-ce que nous, on prévoit, nous autres communistes, en termes de programme? On a nos fameux 10 points. Pour les pays les plus développés, toutefois, les mesures suivantes pourront être assez généralement appliquées. Expropriation de la propriété foncière et utilisation de la rente foncière pour les dépenses de l'État. Impôts progressifs élevés. Abolition du droit d'héritage. Confiscation de la propriété de tous les émigrés. C'est ceux qui partent. C'est pas ceux qui rentrent, c'est ceux qui partent. C'est les rebelles. Oui, donc typiquement, si après une révolution ou une réforme, il y a des richoux qui partent, leurs biens, voilà, on fait la main dessus. Centralisation du crédit entre les mains de l'État au moyen d'une banque nationale à capital d'État et à monopole exclusif. Centralisation de tous les transports entre les mains de l'État. Multiplication des usines nationales, des instruments de production, défrichement et amélioration des terres selon un plan commun. Obligation de travail égale pour tous, constitution d'armée industrielle, en particulier pour l'agriculture. Union entre le travail agricole et le travail industriel. Mesures visant à faire disparaître peu à peu l'opposition de la ville et de la campagne. Éducation publique et gratuite de tous les enfants, suppression du travail des enfants en usine sous sa forme actuelle, combinaison de l'éducation et de la production matérielle, etc., etc. Bon, alors vous allez me parler de la
l'expropriation de de la propriété foncière. Ça, c'est pour la grande propriété terrienne. Hein. Je rappelle que bon, il y a un contexte. Hein. Il y a un contexte politique. Ce qu'est aujourd'hui l'agriculture, c'est peut-être pas ce qu'il y avait il y a 100 ans. Pas tout à fait. Les conditions économiques d'un pays ne sont pas les mêmes suivant l'époque. Hein. Je rappelle aussi que nos paysans sont pas mal endettés. Et donc, quand on nationalisera les banques, ils seront plus endettés chez ce truc qui les arnaque, qui s'appelle le crédit agricole. On fera payer le crédit agricole. Hein. Le crédit agricole, c'est, c'est, ces individus qui sont grugés sur le dos des paysans, on les fera bien payer, hein, si on met bien les choses en place. Pour eux, je dirais pas que ça sera un goulag, hein, pour les banquiers du crédit agricole, mais en revanche, ça filera droit. Hein, ça filera droit et ils devront payer des réparations pour ce qu'ils ont fait pour s'être gavés sur le dos des agriculteurs. Mais avec ça, on fera, avec ça, ce qu'on fera, c'est on réparera leurs torts, les torts qu'ils ont fait, les banquiers, sur les dettes des paysans, pour qu'ils aient un entretien gratuit de leur matériel agricole. Enfin, gratuit, ça veut dire qu'il est fourni par l'État, en fait. De toute façon. De toute façon, comme on nationalisera les banques, vous inquiétez pas, on peut passer par l'autofinancement de l'État si euh, après les impôts progressifs élevés. Voilà. On peut utiliser les impôts progressifs élevés, mais si on nationalise suffisamment, on peut peut-être arriver au l'autofinancement de l'État. Hum. Alors, la propriété privée de la terre, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Hein. Vous avez vos outils de production, vous les petits paysans, mais vous êtes endettés par les banques, vous êtes endettés vous êtes pillés par l'agroalimentaire. Vous inquiétez pas, nous on va tout remettre à plat. Si nous autres communistes, on arrive au pouvoir, on met tout à plat avec ces gens-là. Votre petite propriété paysanne, vous la gardez. Nous, ce qu'on veut, c'est la grande propriété agricole. Hein. C'est la grande propriété foncière qui nous intéresse. Les petits paysans, en revanche, on peut vous amener à vous organiser en coopérative. On ne veut pas vous forcer à vous organiser en coopérative, hein, ça on s'en fout. En fait, enfin on s'en fout. En fait, non, on s'en fout pas, en fait, on veut pas vous forcer, on veut votre bien. Donc en fait, on veut vous encourager, vous petits paysans, à ne pas vous crever la peau à travailler tout seul dans votre coin, en fait. Si vous mettez à plusieurs sur vos champs, sur vos pâturages, sur votre travail agricole, si vous mettez à plusieurs, vous serez beaucoup plus efficace, vous perdrez moins de temps, vous aurez une vie de famille, vous pourrez dégager du temps pour vos gosses, votre femme, vos enfants, enfin, ou vos maris, si c'est des dames qui sont liées à la paysannerie, il y a sûrement des femmes courageuses. Euh, eh bien, voilà. Eh bien, on fera en sorte que vous puissiez vivre, vous paysans, vous petits paysans. La grande propriété privée agricole, on la nationalise. La petite propriété privée agricole, vous pouvez la garder, hein, mais on vous encourage à vous collectiviser vous-même, à une collectivisation volontaire, en fait, par une association coopérative. On peut vous aider, hein, d'ailleurs. Euh, on pourrait vous aider, en fait, hein, typiquement. Ça existe déjà, tout ce qui est SCOP, GEC, enfin, tout ce qui est société coopérative, ça existe déjà dans le système capitaliste, mais comme on est sur un système d'économie de marché, eh bien, ça se coule assez facilement à cause de la concurrence. Mais nous, si on arrive au pouvoir, vous inquiétez pas, on fera en sorte que ça fonctionne. On fera en sorte qu'il y ait la grande propriété privée paysanne soit collectivisée, que la petite soit
On est des agriculteurs indépendants, des agriculteurs en coopérative, volontaire, hein. Euh, et voilà, enfin, nous, on est pour une collectivisation graduelle pour l'agriculture. Enfin, c'est-à-dire que si les petits paysans individuels, si vous voulez vous associer, fonder des coopératives, à part, bon, si vous voulez continuer en individuel, bon, c'est votre choix, mais bon, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire pour que ça soit plus efficace. Euh, mais vous pourrez vivre mieux sous le socialisme que sous le capitalisme, parce que en fait, eh bien, les entreprises, les grandes entreprises agroalimentaires, les grandes entreprises privées qui se font du blé sur votre dos, qui vous exploitent comme les patrons exploitent leurs ouvriers, vous voulez qu'elles elles ont pas les mêmes intérêts que vous. La grande propriété paysanne, elle n'a pas les mêmes grands intérêts que la petite propriété. Elle n'a pas les mêmes intérêts que la petite propriété paysanne. En fait, la FNSEA, c'est une arnaque. Hein. Faut mieux que les paysans aillent à la Confédération paysanne qu'à la FNSEA. Hein. Mettre les grands céréaliers avec les petits éleveurs, les petits cultivateurs, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Vous avez d'un côté, ça ressemble un peu trop à du corporatisme, hein, si la FNSEA. La FNSEA, ça ressemble un peu trop à du corporatisme. Il faut mieux que vous essayiez le socialisme, en fait. C'est-à-dire, on nationalise la grande propriété privée agricole. La petite, on la garde. Hein. Les petits paysans indépendants. Vous le gardez votre champ, vous le gardez votre bétail. Pas de problème. Mais, sous le capitalisme, vous portez votre croix, en fait. Ouais. Euh, vous portez votre croix là, sous le capital, sous le règne du capital, vraiment. Vous faites quand même bien avoir par les lobbies agroalimentaires, par les banques, par les lobbies agroalimentaires et par les grands propriétaires terriens. Donc, camarades, paysans prolétaires, parce il y a un prolétariat paysan, rejoignez le combat communiste, en fait, vous les paysans. Les paysans, vous êtes des prolos. Les paysans, vous faites partie du prolétariat. Je parle des paysans, je parle pas des céréaliers. Je parle pas des grands propriétaires. Rejoignez vos frères de la classe ouvrière. Rejoignez vos frères prolétaires dans le combat contre le capital. Parce que le capital vous tue. La solution, c'est le socialisme. Le socialisme communisme, c'est la solution pour les paysans. Bon, il y a d'autres solutions hein, avec lesquelles on est tout à fait d'accord, nous autres communistes. Le Frexit, par exemple, sortir de cette Union européenne qui vous pille, clairement. Hein. Elle pille les paysans, elle pille les ouvriers, elle détruit la classe ouvrière, elle délocalise l'emploi, elle joue sur la concurrence. L'Union européenne, euh, l'euro nous prive de notre souveraineté monétaire. Bon, il empêche toute politique sociale. Hein. Et c'est pas en votant pour des libéraux que vous allez arranger grand chose. Hein, voilà. Pas en votant pour des libéraux que les choses vont s'arranger, ça c'est sûr. Hein, le libre-échange, ça pille la paysannerie, ça pille la classe ouvrière. Ça, on est tous d'accord, je pense. Oui, même si je sais qu'il y a des gauchistes qui n'ont pas compris ce qu'était le Frexit et qui pensent que c'est du nationalisme, bon, faut pas confondre gaucho et gauchiste. Hein. Vous voyez, moi, je suis pas un gauchiste, vous voyez, j'ai pas les cheveux bleus, je suis du prolétariat. Je suis avec vous, la classe paysanne. Eh bien, paysans, ouvriers, paysans, vous êtes
frères de classe. J'ai envie de dire à ceux qui sont de la classe ouvrière, parmi ceux qui m'écoutent, investissez-vous auprès des paysans. Enfin, ceux qui, dans la classe ouvrière, sont militants ouvriers, allez voir le monde paysan et cherchez à le mobiliser, lui. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est eux qui nous nourrissent. Ils représentent une certaine authenticité de notre pays, authenticité française, qui est tout à fait salutaire dans la lutte contre le capital. Hein. Et ils vous apprendront sûrement beaucoup de choses. En fait, il y a un apprentissage. Le rapprochement de la classe ouvrière à la classe paysanne, en soi, c'est un apprentissage mutuel qui fait mûrir la conscience de classe du prolétariat. Alors, bon, ça s'avère encore plus essentiel la question paysanne, puisqu'on est dans une économie qui a été bien tertiarisée. Donc, en fait, rapprocher les travailleurs du secteur primaire et du secteur secondaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la tertiarisation des pays occidentaux, c'est une stratégie du capitalisme qui passe par une division disons du travail internationale, en fait, une division internationale du travail pour augmenter la concurrence. Et donc, du coup, en fait, il faut réindustrialiser la France, re-ruraliser la France, qui est une terre riche, une terre pleine de ressources. Et pour construire le socialisme, pour préparer, non seulement pour faire la révolution ou la réforme, bon, selon qu'on entend, pour passer au socialisme, il faut non seulement rapprocher les individus, les gens issus du prolétariat, il faut non seulement rapprocher les prolétaires en soi comme une force révolutionnaire, que ce soit par les armes ou par les urnes, ce n'est pas la question. Hein. Non seulement rapprocher les paysans et les ouvriers pour passer au socialisme, au communisme, mais aussi pour bâtir le socialisme en fait. C'est non seulement pour changer de système, mais non seulement pour renverser le capital, mais pour bâtir le socialisme en France. Tant que les paysans se méfieront du socialisme, ça sera très compliqué. Les paysans, ils ont tout à gagner dans le socialisme. Hein. Ils ont à gagner une terre qui sera régénérée. Le terme peut paraître bizarre, mais elle sera régénérée parce qu'on aura des travailleurs qui la mettront en valeur, parce qu'on aura des techniques, des techniques de pointe. On pourra envoyer, on pourra envoyer des ingénieurs, des scientifiques, par exemple, pour améliorer la qualité des sols ou la quantité ou la productivité des sols, pour tout en essayant de rendre la chose durable. Hein, on ne veut pas polluer l'environnement. Hein, on fera attention à l'environnement, mais on fait en sorte de pouvoir améliorer les rendements tout en préservant la durabilité des sols avec des scientifiques, des ingénieurs, agronomes, etc. Je sais pas, on pourrait très bien envoyer par ce rapprochement des villes et des campagnes, envoyer des techniciens qui puissent réparer les tracteurs assez facilement pour éviter que nos paysans doivent se taper absolument tout le boulot. En fait, on ne se rend pas compte avec toutes les tâches pénibles que doit maîtriser un paysan. Poser les fusées à grêle, vérifier l'insémination des vaches. Je parle pour ceux qui sont éleveurs, par exemple. S'occuper du fourrage, du bétail, des engrais, moissonneuses, semeuses, etc., etc., etc. Entretien de son exploitation au niveau du bâtiment, du bâti, bon, le nettoyer, entretenir
le bâti, enfin, tenir ses comptes, etc. Il y a énormément de tâches dans le métier de paysan, hein. Et pour un salaire assez dérisoire, pour, pour, un, pour un salaire, c'est pas des salariés, ils se disent qu'ils sont leurs propres patrons, ce qui est faux. Ils vendent leur force de travail aux lobbies agroalimentaires qui les payent une misère. Voilà la vérité. Sous le socialisme, ils seront bien payés, parce qu'ils sont la priorité de la nation. Ceux qui nous nourrissent, le besoin le plus fondamental, manger. Du pain pour tous, c'est ça le socialisme. Le socialisme, c'est une société dans laquelle les besoins prioritaires sont une priorité. Voilà. Sous le socialisme, on place les priorités avant tout, en fait. C'est-à-dire, sous le socialisme, on veut envoyer des hommes dans l'espace, on veut faire de grandes choses. Pour ça, on commence par nourrir son voisin, en fait. Oui, c'est dit de façon simpliste. Et la base de nos sociétés, la base de la civilisation, c'est le paysan. C'est le mec qui nous nourrit. Le mec ou la nana, hein, peut très bien tomber sur des paysannes. Donc voilà. Moi, je vois cet article où il me parle de cellules d'écoute, de psychologues, de sociologues, de services sociaux. Enfin, c'est une goutte d'eau dans tout ce qu'il faudrait faire pour nos agriculteurs. Pour moi, ces hommes et ces femmes que sont les agriculteurs, c'est tout à fait une tragédie qu'il y ait autant de suicides chez les agriculteurs parce que ce sont des héros de la nation. Ce sont des héros de la nation. Sans eux, la France est foutue. Ce sont les sauveurs de la France, en fait. C'est eux qui la font vivre. Si vous sauvez les agriculteurs, vous sauvez la France. Notre survie dépend d'eux. Après, vous allez me dire, ouais, on pourrait très bien importer des produits de l'étranger. L'indépendance alimentaire d'un pays, vous en pensez quoi, hein? Sa souveraineté, vous en pensez quoi? La capacité de faire du social, de nourrir les plus pauvres dans un pays qui, en plus, est fertile. Regardez la qualité des sols en France. Regardez la variété des climats, des terroirs et des terroirs. Et dites-moi que la paysannerie, que l'agriculture, c'est pas une des plus grandes richesses de la France. Hmm. Voilà. Ça me paraissait essentiel de parler de cet article, de faire ces petits commentaires-là. Et sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Hasta la siempre, hasta la victoria siempre. Tavares. Bye.